Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Loïc et Mehdi. Aujourd'hui, on est beau, on va le dire, on va l'affirmer. On s'est mis sur notre 31 pour mettre en avant justement ton concept, donc l'instant costume, qui est la location de costumes pour hommes. Donc voilà, on va pouvoir en parler tout le long de l'épisode d'aujourd'hui. Donc à tout de suite. Rebonjour, donc voilà, on est dans le showroom de l'instant costume. Merci Mehdi sincèrement de m'accueillir dans ce lieu qui est vraiment incroyable parce qu'on sent en fait la passion que tu transmets dans l'organisation un petit peu du showroom, dans la décoration. On vous montrera quelques vidéos et quelques photos à ce sujet. J'ai pensé à toi pour l'épisode d'aujourd'hui parce que tu as trois casquettes vraiment un peu différentes. Donc l'entrepreneur, Mehdi l'enseignant et Mehdi le conseiller municipal à la ville de Stein. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus la chronologie en fait, par quelle activité as-tu commencé? Alors, j'ai commencé tout d'abord par m'engager activement dans les associations, dans la politique, dès que j'ai eu une conscience politique à 16 ans, on va dire, 16-17 ans. À la suite de ça, j'ai fait des études de droit et en parallèle, j'ai lancé l'instant costume pendant que j'étais étudiant. Ok. L'idée était très simple, je voulais lancer un projet entrepreneurial qui au début n'était pas vraiment une entreprise, qui était tout simplement un concept. Je pensais le développer au fur et à mesure du temps et avec la patience et le travail, j'ai réussi à en faire quelque chose de très positif. Et grâce à mes diplômes, donc à la suite de mon Master 2 en droit social, je suis devenu enseignant Ok. au lycée professionnel. Donc je m'occupe de la filière métier du commerce et de la vente et j'enseigne le commerce, la vente, l'économie droit, Aux l'éco-gestion, étudiants. voilà, à des étudiants. En parallèle du coup de mon activité entrepreneuriale avec l'instant costume et enfin en parallèle aussi de mon engagement politique puisque depuis 2020 je suis conseiller municipal délégué au droit aux vacances pour tous à la ville de Stein. Je suis dans l'équipe du maire Monsieur Azdine Taibi et voilà, au quotidien, je partage ces trois casquettes. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais c'est ce qui m'anime en tout cas. C'est ce qui Ok. m'anime. Et justement, comment tu fais aujourd'hui pour gérer ce planning-là avec tes trois activités? Parce que je pense que tu es quand même assez pris. Et en plus, ça, ce sont des activités qui sont quand même assez chronophages et qui demandent beaucoup d'implication. Comment tu fais aujourd'hui pour t'organiser? Alors c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'organisation. Donc comme je suis enseignant, je suis amené à travailler du lundi au vendredi au lycée et à enseigner des cours devant mes élèves. Je m'organise de manière à ce que j'ai les soirées de libre ou les fins d'après-midi de libre pour éventuellement faire des rendez-vous avec des habitants de la ville de Stein ou bien des réunions avec la municipalité pour justement gérer les affaires locales. Et enfin, mon activité entrepreneuriale, je la développe plutôt le week-end. Il m'arrive d'avoir des rendez-vous en fin d'après-midi, début de soirée, ce qui me laisse un peu plus de temps. Mais c'est vrai que c'est pas une semaine de 35 heures, c'est plutôt des semaines de 60 à 70 heures. Ok. Mais voilà, c'est des choses que j'aime faire. Je m'organise pour que pour que je sois efficace Bien sûr. dans les trois domaines et pour le moment, j'y arrive. Ok. En tout cas, je te donne beaucoup de courage parce que je sais que ça prend du temps. Parce que moi-même, j'ai été entrepreneur. Du coup, là, je relance encore un projet entrepreneurial. Justement, pour revenir à l'instant costume, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers cette voie-là, ce secteur-là? Alors, quand j'avais 21 ou 22 ans, j'étais en pleine licence ou en master 1 de droit social. Rien à voir pour le coup, du coup. Rien à voir. J'étais beaucoup invité à des mariages. J'avais Ok. beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui se mariaient à cette époque-là. Et c'est vrai que moi, je suis un passionné de costumes. J'aimais porter des costumes, même déjà au Et tu lycée. les portes bien en plus. Ouais, c'est gentil, merci, on essaye. J'aime porter les costumes et pour moi, c'est une tenue tout à fait naturelle. Et lorsque j'étais invité à un mariage, il était impensable pour moi de mettre autre chose qu'un costume. Ok. Donc, je prenais du plaisir à aller acheter mes costumes. Je portais des costumes 2 ou 3 pièces. J'essayais d'accessoriser les choses avec les cravates et tout. Mais quand on est étudiant, quand on n'a pas un grand pouvoir d'achat, bah, ça coûte un peu cher d'acheter tout le temps des costumes. C'est souvent des budgets compris entre 200 et 300 euros par costume si on compte les accessoires, les chaussures, les chemises, etc. Et je me suis dit, bon, ça serait pas mal de temps à autre d'emprunter, de louer un costume, parce que quand on achète un costume bleu marine, noir ou gris, c'est idéal parce qu'on peut aller au travail avec, C'est vrai. on peut aller à des rendez-vous professionnels, on peut aller à des mariages. Mais si on veut se faire plaisir avec de la couleur, avec des styles un peu différents, c'est compliqué d'investir de l'argent quand on est étudiant, surtout et quand on a un pouvoir d'achat qui n'est pas non plus, on va dire, concentré sur le textile, Techniquement, bien les sûr. costumes. Voilà. Bien sûr. Et donc, entre copains, on se prêtait des vestes, des pantalons. Et je me suis dit, bon,
des fois on peut louer. Et j'ai cherché autour de moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de prestataires ou de magasins qui proposaient la location. Il y en a peut-être une ou deux, une boutique ou deux sur Paris, mais c'est vraiment des costumes très classiques, des smokings, etc. Et avec un ami, on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans ce concept. Et on a commencé avec 3-4 modèles. Le concept est très simple, proposer des costumes, on va dire, d'inspiration anglaise, d'inspiration italienne, sur des références un peu cinématographiques. Je pense notamment on a plusieurs références. Là, derrière moi, on a le parrain avec son smoking, on a Tommy Shelby dans Peaky Blinders, son costume 3 pièces et sa petite pince à cravate que je porte également. Donc, Harvey Specter, bien sûr, de Suits. Et il y a plein d'inspirations. Je me suis dit, ça serait pas mal de travailler dessus, de proposer un savoir-faire, une manière de voir le costume autrement, parce que souvent, le regard qu'on porte sur le costume, c'est plutôt un regard formel, strict. Et je voulais juste montrer à mes clients qu'on peut avoir un style très classe, très formel, mais se faire plaisir avec des couleurs, des accessoires, mettre des sneakers si certains préfèrent mettre des sneakers. Donc, il y a pas mal de combinaisons possibles. Et je me suis lancé, on a commencé avec quelques modèles au début, on a commencé à créer le logo et la marque. On s'est dit, au début, c'était vraiment du bouche à oreille, hein, les amis proches qui étaient au courant qu'on lançait un concept. Ensuite, ça s'est développé grâce aux réseaux sociaux et à la communication. Et puis voilà, aujourd'hui, après sa création en 2018, exactement octobre 2018, on est passé de 4 modèles. Aujourd'hui, j'en suis à une trentaine de modèles avec toutes les tailles, plusieurs accessoires, un showroom, une plus grande visibilité. Ça a bien évolué, hein, parce que justement, quand j'avais fait la première fois, j'étais passé par tes services, on n'était pas du tout sur le même type de local, donc ça montre qu'effectivement, il y a un besoin, il y a vraiment un attrait dans ce service-là. Et l'avantage, en fait, ce qui est fort dans ce que tu proposes avec l'instant costume, c'est que à l'instant T, quand par exemple on achète un costume, on a un costume en fait qu'on a peut-être dépensé à 300, 400, peu importe le tarif, on garde, on a le même, un seul. Alors que le tien, on vient, on loue, on peut avoir par exemple ce modèle-là aujourd'hui, on peut avoir ce modèle-là le lendemain. Donc c'est vraiment l'avantage de l'instant costume. Moi, j'en ai eu besoin justement pour un mariage que j'ai fait, je ne sais plus quand, il y a peut-être 2 ans à peu près, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et j'avais des costumes que j'avais déjà mis, je ne voulais pas forcément investir en fait pour un autre costume pour un mariage à ce moment-là. Je dis voilà, Mehdi il a lancé son projet, c'est abordable au niveau du prix. Moi, ça me permettra de changer en fait si j'ai peut-être un autre événement. Donc c'est pour ça que je me suis retourné vers toi et je suis très satisfait, mec. C'est très gentil, Loïc, c'est super sympa. Comme tu l'as dit, comme tu l'as bien rappelé, souvent quand on va à un mariage, on va peut-être avoir une fourchette, même des fois plus élevée, entre 500 et 1000 euros. C'est ce que je dis à mes clients, vous allez acheter un costume à 1000 euros, vous n'allez pas le reporter parce qu'entre-temps, vous allez soit prendre du poids ou soit mincir. Par ailleurs, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup d'images. C'est très compliqué de reporter un costume qu'on a porté à son propre mariage ou à un autre événement. Donc avec ne remets pas celui-là sur un... Voilà, on essaie de varier les plaisirs. Donc quand on met un costume bordeaux à un mariage, on ne va pas remettre un deuxième mariage. On va essayer de passer sur du gris clair, sur du beige, etc. Et c'est vrai que la solution de la location, ça permet d'offrir plus de variétés de costumes à des prix très intéressants. J'essaie de vraiment démocratiser l'accès au costume. Je ne suis pas là pour rendre le costume inaccessible. Et honnêtement, la plupart des clients sont très satisfaits. Il y en a qui reviennent, comme toi. Tu reviens souvent. Au lieu d'acheter un costume que tu n'as pas reporté, tu te dis, je vais louer. En plus, il y a des cravates différentes, des accessoires différents. Et ça permet, surtout, honnêtement, c'est pas pour faire la promotion, mais ça me taille bien, quoi. Après, oui, on essaye. Ça c'est très important, parce que l'instant costume, on peut croire que c'est tout simplement un rendez-vous, prends un costume et salut. Bien sûr, non, pas du tout. Il y a tout un travail de conseil en image. Ça, c'est très important dans mes rendez-vous. Je fais des rendez-vous personnalisés. Mes clients viennent avec une idée, on essaie d'en discuter ensemble. Je redirige quand, par exemple, je ne suis pas en capacité de fournir ce que demande mon client, mais je fais un très gros travail déjà ça fait un lien avec mon métier d'enseignant, de pédagogie, de transmettre un petit peu mes connaissances en matière de costume. Et au mieux, un client ressort avec un costume. Au pire, il ressort avec des connaissances et il est redirigé vers des enseignes ou bien des boutiques qui peuvent lui permettre d'obtenir ce qu'il recherchait au préalable. Et franchement, c'est ma grande satisfaction. C'est vraiment cette transmission de certains codes, de certaines idées sur le costume et ça me plaît. Top. Et justement, tu as fait un petit parallèle avec ton rôle d'enseignant. Est-ce que tu retrouves des similitudes en fait entre tes 3 activités ? Ouais, la pédagogie. Par exemple, moi je dis toujours à mes élèves, on ne refait jamais une première bonne impression. C'est vrai. Et je le redis aussi à mes clients chez Instant Costume, quand vous prenez un costume, il faut que vous soyez
très beau, très élégant, très chic, que vous portiez correctement le costume parce que c'est vous qu'on va remarquer en premier. Je dis aussi à mes élèves que lorsque vous portez un costume, parce qu'on a souvent, dans le cadre du lycée professionnel, une journée professionnelle où les élèves, aussi bien les filles que les garçons, ils sont amenés à porter des tenues professionnelles, donc des costumes, des tailleurs pour les femmes. Et je leur dis souvent que qu'un costume a un pouvoir qu'on n'arrive pas à mesurer parce qu'on arrive avec le costume par exemple, quand tu ne sais pas qui est en face de toi. Quand tu portes un costume, tu es sur la retenue. Tu te dis, attends, celui-là, est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un banquier? Est-ce que c'est un chef d'entreprise? Est-ce que c'est un élu politique? Est-ce que c'est un proviseur, un responsable? Un étudiant. Un étudiant. Et du coup, le pouvoir du costume, c'est d'impressionner. Et quand on arrive à impressionner rien que par la tenue, c'est déjà très fort. Il faut rappeler aussi que 70% de la communication, et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, puisqu'on est en plein dans la communication non verbale et la communication verbale, que 70% de la communication des êtres humains passe par ses gestes, ses attitudes et sa tenue. Et il y a un parallèle. Donc, quand mes clients me disent « Ouais, moi j'aime bien les choses très classiques », non, quand vous êtes marié, vous êtes témoin ou garçon d'honneur, il faut qu'on sache que c'est vous, les personnes les plus importantes. Et du coup, il y a un parallèle. Après, moi, personnellement, effectivement, je suis un représentant dans une ville, je suis un conseiller municipal, j'ai un devoir de représenter les administrés. Et c'est sûr que le costume, c'est un parallèle évident. Bien sûr. Bien sûr, tous les élus ne sont pas obligés de porter un costume, il n'y a pas d'obligation. Mais je suis satisfait de me dire que certains habitants me disent « c'est très bien que vous soyez habillé en costume ». Ça apporte quelque chose en plus, voilà, bien sûr. ça donne une très bonne image. En plus de ça, c'est un gage de sérieux. Quoi qu'on puisse dire, même si la tenue ne fait pas l'habit ne fait pas le moine, comme on dit, ce qui est important de savoir, c'est que ça y contribue énormément. Et donc, il y a un parallèle. Donc, porter des costumes avec mes rendez-vous clients, c'est naturel pour moi. Okay. Porter un costume au lycée parce que je suis amené à me présenter, à former des futurs commerciaux, à former des futurs agents immobiliers, la tenue professionnelle, c'est bien le costume. Et enfin, mon étiquette d'élu politique, quand je suis en rendez-vous, en réunion, je suis amené à visiter des ambassades, à faire des rencontres avec le maire. Donc la tenue, c'est très important. Ok. Et justement, tu as parlé en fait de ta casquette politique. Qu'est-ce qui t'a amené à être impliqué en fait à ce stade-là? Alors moi, j'ai grandi en banlieue, donc j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et pour moi, effectivement, il y avait quelques difficultés dans le territoire. Des difficultés liées au chômage, liées par exemple à la propreté, liées au développement économique du territoire. Et je me suis dit, la meilleure manière de s'engager, la meilleure manière de pouvoir apporter des solutions, c'était de pouvoir s'engager en politique, faire partie d'un groupe qui puisse organiser la société, être force de proposition et réformer certaines choses. Et c'est pour ça que je me suis impliqué très jeune en politique. J'avais une conscience politique. Voilà, je voulais changer les choses. On peut changer les choses grâce à une association, grâce à un parti politique ou bien grâce à un engagement politique, grâce à un engagement humanitaire. C'est vrai. Grâce à un engagement lié à l'enseignement, lié à la santé. Il y a différents types d'engagement. Et l'engagement politique, voilà, c'est comme une sorte de passion. J'ai toujours aimé la politique, j'ai toujours aimé voir les débats, voir les échanges, le débat d'idées, de valeurs. Voilà, c'est des choses qui m'ont toujours animé et c'est pour ça que naturellement, je me suis retrouvé élu. Voilà, c'est quelque chose que… Naturellement, mais est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur… même si chacun peut avoir un attrait pour la politique ou pas, mais on ne passe pas forcément le cap d'être élu. Comment tu as pu justement organiser cette nouvelle carrière en fait? Dès que j'étais plus jeune, je savais que j'allais m'engager en politique. D'accord, ok. Après, la politique, c'est très aléatoire. On ne peut pas dire, comme au niveau professionnel, au niveau de ses études, je vais avoir un master, je vais devenir responsable d'une société ou je vais devenir avocat ou médecin ou bien notaire. C'est quelque chose qui ne se décide pas. C'est le choix du peuple. Je me suis engagé auprès d'un maire qui a des convictions, qui partage les mêmes idées que moi. Et tout naturellement, on a réussi à le réélire. Voilà. Et du coup, j'ai réussi à rentrer dans le milieu politique par la force des choses. Mais c'est un engagement quotidien, c'est un travail d'une très grosse période. Depuis mes 18 ans, 17 ans, je suis engagé, j'essaie de m'impliquer, d'être force de proposition.
Et aujourd'hui, je suis conseiller municipal délégué au droit aux vacances. Ça a un lien avec mes études, parce que j'ai fait du droit. Tout est lié en fait. Je suis aussi passionné de voyage, j'aime voyager, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et finalement, mes 3 casquettes, quoi que l'on puisse dire, on a le sentiment que ça fait beaucoup de travail, que c'est compliqué, mais en fait, tout est étroitement lié. Et de l'organisation aussi. C'est de l'organisation et je ne ressens pas de fatigue psychologique, de pression particulière parce que je fais ce que j'aime. Et puis voilà. Ça, c'est beau ça. Ouais. Et justement, par rapport à ça, j'ai bien compris voilà, que tu en tires énormément de choses par rapport à ce que tu fais. Quelles étaient tes plus grandes difficultés dans les 3 domaines? Alors, pour devenir enseignant, ce qui a été vraiment difficile, c'est les études, hein. Moi, j'ai fait des études de droit à Paris 1, à la Sorbonne. Je me destinais plutôt à une carrière de juriste ou d'avocat. Par la force des choses, je suis devenu enseignant parce que j'aime beaucoup le relationnel avec les jeunes, la transmission des connaissances, être influent sur l'orientation des jeunes, transmettre mon expérience. Les études ont été très difficiles. Pareil, je pense qu'en France, on subit énormément de pression dans les études et peu importe le domaine, hein, ça a été très difficile, mais grâce à Dieu et par la force des choses, j'ai réussi à devenir enseignant. L'entrepreneuriat, ça a été très difficile parce que c'est un milieu où il faut apprendre à être très patient. Voilà. C'est un domaine où la patience est de rigueur. Si on pense s'engager dans une entreprise et en tirer les bénéfices 6 mois après, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, oublier. Ça prend du temps, ça demande des sacrifices, beaucoup de travail, une très grosse organisation et surtout, pour tenir le cap, il faut être passionné, il faut aimer faire ce que vous faites. Quand vous ouvrez un restaurant, si vous aimez la gastronomie, allez-y. Si par exemple vous aimez les costumes, le textile, vous lancez une boutique de costumes ou de vêtements, allez-y. Si par exemple vous aimez le sport, vous voulez devenir agent, être votre propre responsable, faites agent. Si vous voulez par exemple ouvrir votre propre cabinet médical ou votre cabinet d'avocat et que vous aimez ça, allez-y. Et je pense que la principale chose qui m'a beaucoup aidé, c'est mon intime conviction. De me dire que je vais y arriver à mon J'y crois en fait. J'y croyais. Okay. Et j'aime le rappeler à tout le monde, à ceux qui me posent cette question, qu'il faut s'écouter, il faut éviter de prendre conseil auprès de gens qui sont très pessimistes, très négatifs. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas dans la culture française. Voilà. On est dans une culture, on va dire, on a un diplôme, on va rentrer dans une entreprise, on va faire carrière, on va avoir notre retraite et ça s'arrête là. Alors que les Américains, les Anglais sont plus portés vers les compétences. On a des compétences, on a un savoir-faire, et ben on se lance, on crée une entreprise. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, on recommence. Et moi, comme je l'ai dit, quand j'ai fait des études de droit, je voulais devenir juriste ou avocat. Et je ne me suis jamais dit que j'allais devenir entrepreneur. C'est par la force des choses. J'ai cru en mon idée, je suis allé jusqu'au bout. Tu t'es dit pourquoi pas? Pourquoi pas? J'étais déterminé, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et aujourd'hui, je suis satisfait du résultat, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et justement, quelles sont tes ambitions avec l'Instant Costume? L'Instant Costume, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un concept showroom, on va dire. Je reçois des clients dans mon showroom et je fais en sorte de louer un maximum de costumes. L'idée, ça serait, dans un avenir très proche, de pouvoir développer ce concept un peu partout parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des clients qui viennent aussi de province. On est basé en région d'Île-de-France, mais j'ai beaucoup de clients qui viennent de province, de Marseille, de Lyon, de Lille. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un client de Belgique qui est venu de Bruxelles. Les wedding planners avec qui je travaille ont fait part de mon travail auprès des Américains qui ont souhaité célébrer un mariage à Paris et qui sont passés par mon concept pour louer des costumes, et ça fait chaud au cœur de savoir que son travail est aussi reconnu à l'étranger. Et je me dis qu'il y a quelque chose à développer aussi partout en France. Si ça peut devenir un concept store qui peut se développer, je te dis une bêtise, à Marseille, à Lyon, à Lille, et que l'Instant Costume puisse être une référence de la location de costumes, je vais m'y atteler pour que ça fonctionne. Mais en tout état de cause, l'objectif principal, c'est d'assurer un service de qualité. Hyper important. Ça, c'est super important. Ça ne sert à rien de se développer ou d'avoir 56 000 références pour exactement, et ne pas préserver cette qualité. Aujourd'hui, je fais moi-même mes rendez-vous. J'assume totalement de A à Z le concept, que ce soit sur la communication, sur le choix des costumes, sur les rendez-vous clients, sur les partenariats. Parce que je veux que ce soit à l'image de ce que je voulais de l'Instant Costume, quelque chose de
classe, quelque chose de sérieux, quelque chose qui donne envie. Et une fois que tu te développes, c'est très difficile de transposer à ton savoir une échelle qui est plus grande, quoi. à une échelle plus grande. Donc voilà, sur le court terme, faire en sorte que l'instant costume soit une référence à la location de costumes, et je pense que ça commence à devenir quelque chose de très sérieux. Et si l'ambition me le permet, d'arriver à un stade où on peut avoir une boutique, l'instant costume, une boutique déjà en Ile-de-France, et pourquoi pas un peu plus tard dans toute la France. Ok, top. Et tes plus grandes fiertés? Même si je pense que tu as dit quand même pas mal de choses positives, mais pour vraiment une chose dont tu es vraiment fier sur chacun des 3 éléments. Dans l'enseignement, ma plus grande fierté, c'est de me dire que je suis en contact de jeunes et que je vais participer à leur épanouissement professionnel, personnel, parce que j'ai une relation très particulière avec mes élèves. Je suis un enseignant qui est assez jeune, hein, j'ai 29 ans, j'ai peut-être 7-8 ans d'écart avec mes élèves, ça aurait pu être des petits frères, des petites sœurs, et ma relation est assez particulière. J'essaie d'avoir une relation de proximité, leur expliquer mon expérience et vraiment les orienter vers le meilleur. Parce que la génération actuelle, elle n'est pas forcément facile et c'est vrai que j'essaie à mon niveau de les accompagner au maximum. Donc je suis très fier de pouvoir transmettre, comment dirais-je, développer leurs compétences et construire leur vie d'adulte, leur future vie d'adulte et leur futur avenir, leur avenir plutôt. Et dans mon travail d'élu, ma plus grande fierté, c'est d'être au service des habitants. Franchement, la ville de Stein est réputée aussi pour ça, c'est qu'on est très proche, on est des élus de terrain. Je suis sollicité pour une demande en lien avec une école, un centre de loisirs, une question par rapport au logement, une question par rapport à la vie des quartiers. Et ça me fait très plaisir de me dire qu'à mon échelle, je suis à l'écoute. Tu as un impact quand même. Voilà, je transmets, j'essaie de mettre en chose des places. Avec la municipalité, vraiment, on essaie de développer notre projet d'action municipale et ça se passe plutôt bien malgré les faiblesses. Hein. On n'a pas beaucoup de moyens, pas un gros budget. On a une population qui malheureusement vit dans des situations très précaires, mais on essaie de les accompagner au maximum. Donc j'en suis très fier. Et puis l'instant costume, ma plus grande fierté, c'est de se dire j'ai une idée, je suis allé jusqu'au bout, quoi. C'est clair. C'est la concrétiser en fait. C'est la concrétisation en fait. Au-delà de l'aspect, où tu fais des belles choses, des beaux costumes, je suis allé au bout de ma démarche et je suis fier de moi, j'ai réussi à atteindre un objectif. Et puis voilà. C'est top, mec, c'est top. J'ai une petite question, parce que du coup, on met beaucoup en avant l'instant costume, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les difficultés que tu as rencontrées, que ce soit pour la création de l'entreprise, la recherche du nom, qui est très compliqué aussi, la recherche des modèles, des partenaires, comment tu peux nous expliquer un petit peu les difficultés que tu as rencontrées? Comme tu dois le savoir, dans l'entrepreneuriat, il y a la partie visible de l'iceberg, donc la réussite, le succès. Les réseaux sociaux, bien sûr. Les réseaux sociaux, exactement. Et il y a la phase un peu cachée où il y a tout ce travail, les sacrifices qui ont été effectués, les difficultés que j'ai pu rencontrer dans l'élaboration de ce concept. Je pense que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'était de se dire il faut concrétiser une idée et on n'est pas forcément accompagné dès le début, donc on se dit il faut se lancer. En fait, il faut franchir sa zone de confort et se dire je vais vers l'inconnu. Je vais rencontrer des fournisseurs de costumes, est-ce que je vais avoir de la bonne qualité? Est-ce que je dois rester en France ou aller à l'étranger? Est-ce que le logo que je vais choisir et la marque que je vais élaborer sera percutante, compréhensible et visible? Est-ce que les choix de partenaires vont te permettre d'avoir un retour sur investissement, etc. etc. D'avoir la qualité aussi, surtout. D'avoir la qualité. L'instant costume, donc, comme son nom l'indique, c'est un mot simple, l'instant. Voilà, c'est l'événement, c'est le moment, c'est un instant très court, et c'est un moment très court, et pour moi il fallait un mot très clair, costume, donc l'instant costume, on sait qu'on parle de costume, mais l'instant, ça c'est lié étroitement à la location, c'est maintenant, c'est l'événement, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à trouver un nom. Le logo, j'ai travaillé moi-même, hein. J'ai essayé de faire un truc très simple, mais à la fois épuré. Donc on voit le logo avec le gilet, la cravate, on voit les petits accessoires, le mouchoir de poche, la petite pince. Ouais. Donc j'ai fait un truc très simple et un truc très compréhensible.
Après, démarcher, prospecter, trouver des fournisseurs, s'assurer de la qualité des costumes, des modèles, travailler sur les shootings photos. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, l'instant costume, si j'arrive à avoir des clients, c'est parce que je m'efforce d'avoir une bonne communication visuelle. Et sur Instagram, les photos, que ce soit les photos, les vidéos, j'essaie de faire des choses très modernes, très percutantes, à travers des réels, à travers des shootings photos assez impressionnants. Et franchement, je travaille beaucoup, donc ça prend du temps. Convoquer les mannequins, leur faire essayer les costumes, s'assurer qu'il y ait une diversité de modèles, tout le travail avec les photographes, les vidéastes, le montage, le choix du son, le choix des les petits détails qui vont faire la différence. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Le backstage des rendez-vous, les gens pensent que voilà, il y a la photo, il y a le costume, c'est propre. C'est clair. Il y a les pressings, les retouches, la logistique qui est derrière. La logistique, réserver les créneaux pour les clients, les rassurer au téléphone. Tu as des clients qui sont stressés à la veille de leur mariage, qui vont te contacter pour changer soit d'avis de costume, soit de prendre conseil sur certaines choses. Et je sais que ça a été un peu compliqué. Après, je pense que l'une des épreuves aussi qui m'a forgé, c'est que j'avais dit au début que j'avais commencé l'instant costume avec un associé. Mon ancien associé a choisi de partir sur un autre projet et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite. J'ai continué du coup l'aventure tout seul et on peut avoir des hauts, des bas, passer de 2 associés ou 3 à gérer tout d'un coup tout seul. Et il faut avoir cette capacité de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est de se dire 7 fois à terre, 8 fois debout. C'est de se dire je vais surmonter les épreuves. Il y aura toujours des difficultés. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je t'avais dit tout à l'heure que le showroom, je l'ai eu un peu sur un concours de circonstances. Je voulais ouvrir une boutique, je ne savais pas si ça allait prendre la forme d'un showroom ou bien d'un local commercial. J'ai dû, en plein milieu de l'année 2021, enfin vers septembre plutôt 2021, à la rentrée scolaire avec la reprise des mariages, déménager, trouver un local commercial ou bien un showroom. J'ai dû faire la décoration, gérer mes rendez-vous. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Et c'est vraiment cette capacité à rebondir. Et à gérer l'imprévu aussi. Et à gérer l'imprévu. Les gens pensent qu'on gagne très rapidement de l'argent. Ce n'est pas le cas. Il faut accepter de travailler des fois bénévolement, très tard. On se pose des questions sur le retour sur investissement. Mais au final, je dirais que la patience, la passion, l'abnégation permettent d'arriver à des résultats satisfaisants et je suis très content de me dire que malgré les épreuves, j'ai réussi à faire en sorte que le concept soit viable et soit apprécié de mes clients et de mes futurs clients. Ok. Et justement, tout à l'heure, tu as évoqué un élément qui était très important. Comment tu as réussi à garder cette motivation en étant tout seul en fait sur le projet? Parce qu'effectivement, à deux, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que tu as une épaule sur laquelle tu peux te reposer. Tu échanges, tu peux avoir des moments où tu es down, lui, il peut justement te rebooster. Comment tu gères tout ça en fait? Comment tu as pu gérer tout ça? J'ai eu une très grande confiance en moi. Je me suis dit, bon, j'ai toujours réussi à… Tu sais, Loïc, moi, quand j'étais amené à voyager dans le monde, quand je faisais la proposition à des amis de venir avec moi et qui ne pouvaient pas venir, je n'étais pas celui qui allait se dire « Ah, il n'y a personne qui vient avec moi, j'y vais pas ». Je suis parti par exemple au Brésil tout seul, je suis parti au Liban tout seul et en fait j'ai cette force et peut-être ça fait partie de mon tempérament de foncer et de sortir de ma zone de confort et j'ai pas forcément besoin d'être accompagné dans le sens où tu vois, je peux aller au resto, je vais manger tout seul à ma table, je peux aller au cinéma voir un film tout seul, ça ne pose pas de problème. C'est très fort ça de faire ça. Ouais, c'est très fort mais en fait… je le dois aussi en partie peut-être à l'éducation de mes parents qui nous ont toujours appris aussi à pousser au-delà de nos limites, au fait de ne pas toujours compter sur les autres parce qu'à un moment donné, les amis, les proches, tu peux les connaître un certain temps et 2-3 années plus tard, ce ne sont plus tes amis, ce ne sont plus tes proches, ce sont des inconnus et il faut compter que sur soi-même et je pense que j'ai aussi ce sens de la créativité, de la spontanéité qui m'a beaucoup aidé. Je suis quelqu'un qui
j'ai une idée, j'y vais, je fonce. J'ai pas besoin de sonder 36 personnes. Tu vas pas réfléchir pendant 10 ans. Voilà, bien sûr, il faut réfléchir sur certaines minimum, choses. bien sûr. Voilà, quand on parle de financier, etc., il faut réfléchir. Mais j'ai une idée, je fonce, ça marche, tant mieux, ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et c'est ça que je dis souvent aussi aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut accepter de se lancer malgré le fait de pouvoir échouer, parce que le plus grand regret, je pense que le plus grand regret, c'est de ne pas essayer. Et il faut le faire tout seul, accompagné. Mais voilà, moi, j'ai dû gérer autrement. Bah, finalement, je m'en sors pas plus mal. Et, on est bien ici. Hein. On est à l'aise, on est bien. Top. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Alors, toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, je vous invite à sortir de votre zone de confort. Faites quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. J'ai la chance d'aimer mon métier d'enseignant, d'aimer ma fonction d'élu, d'aimer mon projet entrepreneurial avec l'Instant Costume. Je ne compte pas mes heures. La fatigue, elle n'est pas psychologique, elle sera que physique. Et je pense que ça a une importance. Quand on est fatigué psychologiquement, on ne peut plus rien faire. Physiquement, c'est normal, on est des êtres humains, il faut savoir se reposer. Mais je suis animé par ce que je fais. Et un dernier conseil, c'est vraiment de s'écouter. Voilà, s'écouter, prendre conseil auprès de personnes qui veulent votre bien, qui sont dans la même longueur d'onde. Malheureusement, voilà, bienveillantes, parce que malheureusement, on n'a pas forcément autour de nous des gens qui ont à peu près la même façon de penser. Si quelqu'un veut être salarié, avoir son train de vie, dodo, métro, boulot, etc., ok. Tu ne vas pas forcément prendre conseil auprès de cette personne. Je préfère prendre conseil auprès de quelqu'un qui a un esprit d'entrepreneur, qui aime la créativité, qui a déjà lancé des projets, etc. Donc c'est super important. Et voilà, s'écouter, avoir une intime conviction, savoir aussi, comment dirais-je, surpasser certains a priori. Moi, par exemple, je me suis dit, je ne vais pas être costumé, quoi. Je ne vais pas lancer des costumes, je ne suis pas fait pour ça, quoi. Moi, j'ai fait des études de droit, je me voyais plutôt être dans un poste en lien avec le droit, et je me suis dit, finalement, je me suis retrouvé à faire, à faire de la location de costumes. Donc, tout est possible. Hein. Tout est possible. Quand on a une idée, on y va, même si ce n'est pas en rapport avec notre objectif de départ. Pourquoi pas. Voilà, donc... Justement, j'ai une question pour toi, ce sera la dernière. Si tu devais lâcher 2 activités sur les 3, laquelle conserverais-tu? Et pourquoi surtout? Alors, pour mon équilibre, je te répondrai que je ne lâcherai aucune activité. Beaucoup m'ont posé cette question, à savoir si par exemple, tu peux être enseignant à temps plein, dans le sens avec une rémunération équivalente aux 3 activités. Je leur ai dit, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Je ne fais pas ça pour le salaire, je ne fais pas ça pour avoir un statut, je fais ça parce que ça me passionne. Donc ça me fait plaisir dans ma semaine d'avoir un peu de variété, d'avoir le matin cours avec mes élèves au lycée, l'après-midi rencontrer des habitants de la ville de Stein pour gérer les difficultés du quotidien, le soir finir avec mes rendez-vous et parler de choses très positives, la préparation d'un mariage, la préparation d'un événement festif, et ça fait partie de mon équilibre. Je t'assure Loïc, si on me retire par exemple l'entrepreneuriat, je vais sentir un manque. Il y a un manque, bien sûr. Si on me retire le métier d'enseignant, je vais sentir un grand manque. Et si on me retire, même si en soi, on n'est pas voué à être élu jusqu'à la fin de nos jours, mais si on me retire cette capacité, cette possibilité d'aider des habitants à travers ma fonction d'élu, je ne me sentirai pas à mon aise. Et c'est un équilibre. Donc, je signe pour rester sur ces 3 activités. Bien sûr, si ça se développe et qu'effectivement, je serai amené à déléguer, je vais peut-être ralentir sur certaines choses, mais à l'ordre du jour, je ne peux pas, impossible. C'est un très beau mot pour la fin, très beau message. En tout cas, si j'ai bien résumé, c'est faut croire en soi, s'écouter, aller au bout des choses et surtout faire ce qu'on aime. Et ne pas regretter. Et ne pas regretter, très important. Je pense qu'effectivement, dans la vie, ce qu'il y a de pire, c'est le regret. Ouais. Encore une fois, il y a certains aspects où il faut faire quand même attention, mais effectivement, regretter de ne pas avoir essayé, en tout cas, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours avec des j'aurais dû. Enfin, non, si j'avais. Ouais, j'aurais dû, mais alors c'est si j'avais, j'aurais dû. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Mehdi. C'est top. Si tu as d'autres sujets que tu veux évoquer avec moi, il n'y a pas de problème, que ce soit en costume, qui sont très beaux encore une fois, ou dans d'autres circonstances, il n'y a pas de problème, on peut s'organiser ça comme tu veux. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de t'avoir ici aujourd'hui. Merci à toi Loïc, merci à Bring the Topic
d'aborder des Merci. sujets super intéressants. Et honnêtement, ça a été un plaisir de te recevoir et de parler de mes casquettes et de l'instant costume. Top. Bah écoute, j'espère que vous avez kiffé le moment aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis surtout, n'oubliez pas dans la vie, tout est une expérience.